Bonjour, nous sommes ici dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté avec Paco et Thomas, deux témoins du vécu du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, qui ont la chance de rencontrer Édouard Delruel, philosophe et président de Solidaris, qui a bien voulu se prêter à l'exercice de répondre à quelques questions des témoins du vécu du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Alors, selon vous, que veut dire accéder au droit à l'aisance ? Ok, alors c'est vous qui tenez là. Ok. Alors, écoutez, je vais le définir de mon point de vue, parce que moi j'ai la chance d'avoir toujours été dans l'aisance, pas des fortunes, mais dans l'aisance. Et si je regarde ce que ça veut dire, pour moi c'est trois choses. D'abord, c'est la possibilité de faire des projets. Hein. Donc si je veux aller voir ma sœur qui habite aux États-Unis, ben je peux y aller. Je ne me pose pas la question. C'est pas une question matérielle, quoi. Tiens, on referait bien la cuisine. Tiens, on doit refaire la toiture. Ben, on peut faire des projets pour les enfants aussi. La deuxième caractéristique, c'est que on ne doit pas compter. Hein. On ne peut pas tout faire, mais on ne doit pas compter. Donc si un soir, je n'ai pas envie de faire la cuisine, ben on va acheter un plat cuisiné, on va au resto, on peut le faire, on ne compte pas. Et la troisième chose, c'est de pouvoir prendre soin de soi. Hein. Donc je fais mon jogging, je lis un livre, je vais au cinéma. J'ai plein de boulot, hein, donc c'est pas que j'ai du temps, mais c'est que je peux m'occuper de moi. Il y a une femme de ménage qui vient une fois par semaine, donc je suis un peu soulagé pour ça. Je peux chez le coiffeur, je peux. Donc voilà, ce sont pour moi ces trois choses-là, et ces trois choses-là, quand on y réfléchit bien, tout le monde devrait y avoir droit, quoi. Hein. Faire des projets, c'est ne pas avoir l'avenir qui est bouché par l'incapacité de matériel, le fait de ne pas devoir tout le temps compter, de ne pas tout le temps être à compter les moindres euros ou même les moindres dizaines d'euros, et pouvoir prendre soin de soi. Voilà moi comment je définis l'aisance que j'ai la chance d'avoir dans ma vie. Et je m'aperçois effectivement que beaucoup de gens, beaucoup de nos concitoyens n'ont pas ce droit-là. Hein. Voilà, et donc je le définis comme ça, de façon un peu existentielle, si je puis dire. Mais alors évidemment, qu'est-ce qui fait qu'on a ce droit à l'aisance ? Alors là, c'est si on a un boulot de qualité, hein, boulot à temps plein ou correctement rémunéré avec un vrai statut, l'accès à l'éducation, et on sait que c'est pas tout à fait gratuit, l'accès à la santé, et l'accès au logement, l'énergie, le transport, que tout ça ne pose pas de problème en quelque sorte. Hein. Et tout ce que je viens d'énumérer est évidemment un problème quand on est dans la précarité. Donc voilà, c'est, il me semble, des choses extrêmement concrètes, hein, et je trouve que cette idée d'aisance, elle est très forte parce que elle recouvre les autres mots par lesquels d'habitude on parle des droits des personnes précarisées, et qui sont des très beaux mots aussi, la dignité, l'émancipation, mais en fait l'aisance c'est la condition de tout ça. Vous ne pouvez pas vous émanciper, avoir des revendications de dignité, etc., si vous n'avez pas un minimum d'aisance, un minimum de paix, enfin de force, voilà, l'avenir est possible. Voilà, enfin je ne sais pas si je décris bien en quelque sorte la situation qui est souvent la vôtre, et qui n'est pas l'aisance, qui est la gêne, qui est l'inquiétude, qui est l'angoisse de se dire zut, comment je vais faire demain,
Et lorsqu'on doit s'occuper d'enfants, qu'on n'a pas beaucoup de temps, de moyens, on ne peut pas s'occuper de soi, parce qu'on s'occupe des autres. Enfin voilà, il me semble que moi c'est comme ça que je vois les choses, mais je dis bien que je les décris en creux par le fait que moi j'ai la chance d'être dans cette aisance-là, quoi. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle. Oui. Mais vous êtes formidable. Vous utilisez de très beaux mots. Qu'est-ce qui permet dans la sécurité sociale d'atteindre le droit à l'aisance? Voilà, alors ça c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, et je suis très content que le réseau défende beaucoup la sécurité sociale, parce que je vais dire tout de suite pourquoi pour moi c'est important, parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques, souvent de droite, mais pas que, qui proposent des formules en donnant du cash. Il faut des revenus pour les personnes précarisées. Mais quand allocation universelle, revenu de base, etc. Et c'est toujours au détriment de la sécurité sociale. Alors la sécurité sociale, on sait bien, c'est trois choses principales, ou quatre. C'est la santé. C'est le chômage quand on n'a pas de boulot, l'assurance chômage, et c'est les pensions et les allocations familiales, qu'elles ont été régionalisées, mais enfin elles font encore partie de ce paquet-là. Et on voit le caractère indispensable de la Sécu quand on voit toutes les attaques qui sont portées à la Sécu. Et là on voit qu'aujourd'hui la Sécu c'est comme un gruyère. C'est-à-dire qu'il laisse passer des tas de gens qui ne sont jamais dans les cases qu'il faut. Santé, oui, mais vous n'avez pas ça et donc vous n'avez pas droit à tel soin. Chômeur, ah oui, mais vous êtes chômeur depuis trop longtemps et donc c'est dégressivité et puis à un moment donné vous basculez dans le CPAS. Et puis telle autre personne, oui, vous êtes dans la culture, et vous êtes intermittent, vous n'avez pas droit à. Et donc où on voit des masses de gens de plus en plus nombreux. Les gens de plus en plus nombreux qui passent dans les mailles du filet en quelque sorte. Et pour parler de ce que je connais mieux, les soins de santé, alors c'est pas seulement le précédent gouvernement, c'est depuis très très longtemps, mais dans les soins de santé, on a réduit de plus en plus. On a donc le dernier gouvernement, c'est 2 milliards d'économies. On a baissé les cotisations sociales. Il faut toujours rappeler que les cotisations sociales, les patrons, ils appellent ça des charges sociales. Ce n'est pas des charges sociales, les cotisations sociales, c'est une partie de notre salaire à tous, qu'on active quand on en a besoin. Ça, c'est la plus grosse arnaque de parler de charges sociales. Alors que, donc, quand on baisse les cotisations sociales pour faire des cadeaux aux entreprises, en fait, on baisse nos salaires à tous, à tous les salariés qui cotisons. Eh bien, dans les soins de santé, du fait qu'on a fait des économies, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des médecins, il y a de plus en plus de médecins qui sont déconventionnés, c'est-à-dire qui demandent des suppléments, et parfois on arrive chez le médecin, on ne sait pas qu'il est déconventionné et il va vous demander 50, 100 euros, 150 euros. C'est les suppléments d'honoraires dans les hôpitaux, c'est-à-dire que les hôpitaux font des suppléments d'honoraires qui sont parfois très très importants, très importants, et pour des gens, ça devient impossible à payer. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que comme les hôpitaux ne reçoivent pas assez d'argent, c'est pas uniquement, il y a des médecins qui mettent dans leur poche, mais c'est même pas ça ce qui est structurel, c'est que les hôpitaux, comme ils ne reçoivent pas assez d'argent, ils sont obligés de mettre ce qu'on appelle des suppléments d'honoraires. Et donc on voit que cette sécurité sociale qui prétend donner l'accès à la santé à tous, en fait, c'est pas vrai, quoi. Parce qu'il y a de plus en plus de mécanismes où les gens passent comme dans un gruyère, c'est de plus en plus troué. Et donc ça, c'est le plus gros danger, c'est-à-dire qu'elle existe toujours, la Sécu, mais elle est mitée comme ça, de plus en plus. Elle est fragilisée de plus en plus. Et pourtant, ça, tous les chiffres le montrent, toutes les études le montrent, la sécurité sociale, là où elle existe, c'est ça
qui est facteur d'égalité et de cohésion sociale. C'est pas compliqué. Les pays où il y a une sécu, c'est des pays où il y a moins de pauvreté, il y a plus de cohésion sociale et il y a moins d'inégalité ou plus d'égalité. Les pays où il n'y a pas de sécurité sociale ou une sécurité sociale moins forte, eh bien, les inégalités sont hyper importantes. On peut comparer la Belgique avec les États-Unis, on peut comparer la Suède, qui ont une très bonne sécurité sociale, avec les pays africains, à l'exception du Rwanda, qui est en train de mettre en place un début de sécurité sociale, et voilà, et on sait bien pourquoi, parce que la sécurité sociale, c'est quoi? C'est de dire, allez, toutes les choses essentielles à la vie, ça ne doit pas s'acheter, c'est pas un marché, hein. C'est-à-dire avoir un emploi de qualité ou bien une allocation à la place, la santé, l'éducation des enfants, la vieillesse, une pension quand on est pensionné, eh ben, on ne doit pas devoir aller acheter ça sur le marché. On enlève ça au marché et on met un système assurantiel, un système où on met tout en commun, où toute la collectivité met tout en commun et où on donne accès à tout le monde de façon plus ou moins égalitaire à ça. À ce qui est essentiel. Voilà, et ça, c'est une superbe invention, quoi. Et ça n'empêche pas, quand même, qu'il y ait des entreprises privées, ça n'empêche pas le fonctionnement du marché, ça n'empêche pas certains d'être riches, mais ça évite, normalement, ça doit éviter à tout le monde de tomber dans la précarité, dans la pauvreté. Et donc, si c'est le cas, et on sait bien qu'il y a de plus en plus de personnes pauvres en Belgique, c'est tout simplement que la sécurité sociale aujourd'hui joue de moins en moins son rôle. Elle joue de moins en moins son rôle. Voilà, donc se battre pour la sécu, c'est absolument essentiel, quoi. C'est absolument essentiel. C'est le plus bel outil et c'est le seul véritable outil efficace de lutte contre la pauvreté et contre la précarité, avec le fait d'avoir un emploi de qualité. Voilà. Et si je peux encore ajouter quelque chose, on voit bien, hein, ce qu'il y a de dégueulasse dans la dégressivité des allocations de chômage, c'est qu'à un moment donné, les gens perdent leur droit au chômage et tombent dans le système de l'assistance, hein, c'est-à-dire des CPAS. Et moi, je suis partisan pour que, allez, je vais dire les choses, c'est quelque chose qui ne risque pas d'arriver demain, mais c'est qu'on supprime d'une certaine façon les CPS et qu'on les mette dans la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on supprime cette différence qui est en plus un peu humiliante pour les gens, qui est de dire ce que je reçois, je ne le reçois pas parce que je fais partie d'un système solidaire, mais où je suis là dans une case où on assiste les gens, où on les aide, en quelque sorte en leur donnant tout juste ce qu'il faut, en plus en les surveillant comme pas possible. Et donc moi je suis partisan pour qu'on rapatrie les CPS dans la sécurité sociale et que ça soit considéré comme un droit. Comme on a le droit à la santé, comme on a le droit à une pension correcte, comme on a le droit à une allocation de chômage, eh bien on a le droit aussi d'être aidé, point de vue logement, point de vue énergie, transport et revenus, quoi. Or, on sait bien qu'aujourd'hui, on est en train de détricoter la Sécu, et par contre, les CPS gonflent, avec d'ailleurs des moyens qui ne sont pas suffisants pour remplir leur mission, et on est en train de gonfler le système d'assistance, et ça c'est très pervers, quoi, parce qu'on donne le sentiment qu'on aide les gens alors qu'en fait on les met encore plus en quelque sorte allez, la tête dans l'eau tout juste, quoi, hein, bon, et ça c'est pas du tout la logique de la Sécu, hein, pas du tout la logique de la Sécu, quoi. Voilà. C'est même pire que ça, hein, parce que c'est humiliant d'aller au CPS, mais on se fait humilier à l'intérieur des CPS. Cela dit, petite intervention, si vous mettez autant de temps pour toutes les questions, on va dépasser, hein, on peut dire ça. C'est parce que c'est très intéressant, vous allez être vraiment au courant de beaucoup de choses, d'être sur le terrain, mais on a encore 3 questions. Mais la troisième a déjà été abordée. Donc elle sera déjà plus courte. Et donc du coup, qu'amélioreriez-vous dans la sécurité sociale pour atteindre le droit à l'aisance ?
Oui, alors, je viens déjà de le dire, je viens de donner une piste qui éventuelle, mais je sais qu'elle est un peu révolutionnaire et qu'il y a même des gens qui seraient contre de rapatrier le CPS dans la Sécu. Et donc je pense qu'on a aussi un grand défi qui est les âgés, on l'a bien vu avec les maisons de repos, avec le confinement, avec le Covid. Et donc moi je trouve qu'il faudrait, pour le coup, l'idée, elle vient d'Emmanuel Macron, mais jusqu'à présent ce n'est qu'une idée, c'est de créer une branche dépendance dans la Sécu pour et notamment les personnes âgées ou les personnes malades qui sont dans des situations de dépendance. Je trouve qu'en soi, c'est une idée qui est pas mauvaise, quoi. Voilà, mais surtout quand on parle de la Sécu, il faut tout simplement la maintenir, la faire vivre. Vous savez, la Sécu, on croit qu'elle est comme ça, que c'est un pilier de notre société. La Sécu, elle n'est même pas dans la Constitution, Elle n'est même pas dans la Constitution. Donc il suffit, pour défaire la sécurité sociale, il suffit d'une loi, 2 lois, et 2-3 décisions budgétaires, et tout s'écroule, quoi. Il ne faut même pas changer la Constitution. Bon, donc ce qu'il faut d'abord, c'est la renflouer, faire en sorte qu'elle ait un budget correct. Les prévisions ici sont catastrophiques. En 2024, si on ne change rien, ce gouvernement-ci a promis qu'il refinancerait la Sécu, mais c'est 12 milliards sur un budget de 100 milliards, c'est 10%, donc c'est énorme. Et pourquoi ? Parce qu'on a baissé les cotisations sociales, et donc on met en faillite la Sécu, ou on oblige les gens à payer de leur poche leur santé, etc., quoi. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement de la faire vivre, cette Sécu. Voilà, et de bien se persuader que c'est un outil moderne, c'est pas une vieillerie de 1945 qui tombe en lambeaux avec une bureaucratie. On l'a bien vu dans le Covid, ça a été efficace. Je veux dire, les droits passerelles, les services de santé ont réagi, les services de remboursement ont réagi. On peut toujours critiquer, dire que ça va pas assez vite, etc. Mais enfin, globalement, ce système a réagi. C'est ce qui nous a permis de tenir le coup. C'est ce qui nous permet encore de tenir le coup. Donc voilà, donc bien voir à quel point cet outil est moderne et efficace. Alors ici, je dis toujours ça à propos des soins de santé. Si vous comparez les soins de santé aux États-Unis et les soins de santé en Belgique. Les soins de santé aux États-Unis, donc ils ont des très mauvais indicateurs de soins de santé, très très mauvais. Donc le taux de mortalité, les femmes en couche qui meurent en couche, enfin ils ont des indices de santé qui sont les plus mauvais de l'OCDE. Bon. Et on sait bien qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se soigner aux États-Unis. Il y a un état social, mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se soigner, qui meurent parce qu'ils n'ont pas de quoi se soigner. Eh bien, les États-Unis dépensent 16% de leur richesse, dans le PIB, comme on dit, c'est 16% de la richesse dans les soins de santé. La Belgique, ce n'est que 10%, et on couvre beaucoup mieux. Donc, ça coûte moins cher, la Sécu, ça coûte moins cher, contrairement à ce que la droite dit, ça coûte moins cher, et ça couvre mieux les gens. Donc, d'abord défend la Sécu, quoi. Et puis si on la défend, s'il y a une vraie concertation sociale, puisque normalement la Sécu elle est gérée par les syndicats, les patrons, donc normalement c'est pas l'État lui-même qui gère la Sécu, mais si on laisse bien faire la sécurité sociale, alors il y aura toutes les inventions et on pourra dire tiens, il y a tel groupe qui n'est pas bien couvert, tiens, il y a telle situation, on pourrait améliorer, et d'accepter que les soins de santé, ça coûte de plus en plus cher parce que la population vieillit, ce qui est plutôt bien, c'est plutôt un progrès, et que c'est normal, et que c'est normal que ça coûte de plus en plus cher, que les soins de santé coûtent de plus en plus cher, les pensions, oui, ça coûte de plus en plus cher, c'est normal puisqu'on a de plus en plus de personnes âgées, mais on a toute la richesse, on est dans un pays riche, bon Dieu, on est dans un pays riche, et on a toute la richesse pour financer ça. Quand on regarde, allez, je viens de dire, le trou de la Sécu, il est assez catastrophique, c'est 10 milliards, ce sont des chiffres impressionnants, mais ici, la crise du Covid, on est déjà à 50 milliards. Donc,
on a l'argent. En fait, quand on y réfléchit bien, dans un pays comme la Belgique, 10 milliards, c'est rien. C'est rien par rapport à la richesse qui est produite et à ce que certains ont et accumulent et concentrent comme richesse. Et ça ne les empêchera même pas de continuer à être riches. Je veux dire, ça, ils ne vont pas perdre grand-chose. Voire même, c'est leur intérêt de vivre dans une société où les gens ne sont pas révoltés, pauvres, stressés, etc. Voilà, enfin, je ne suis pas ici pour défendre les intérêts des riches, c'est pas ça, mais peut-être que s'ils étaient un peu malins, ils se diraient que c'est peut-être dans leur intérêt même de maintenir ce système-là. Voilà, je suis encore trop long, désolé. Non, vous n'avez pas du tout. Oui, vous couperez tout ce que vous voulez. Mais je voulais ajouter une question bis, enfin, à côté. Vous parliez, la Sécu, c'est 4 choses, donc les allocations, etc. On ne pourrait pas ajouter la mort, je veux dire l'enterrement et tout ça, parce qu'avant que vous arriviez, on en avait un peu parlé. Donc que tout le monde puisse avoir accès à mourir et à être... Oui. J'ai insisté à la Je vais vous dire, je trouve qu'une des choses les plus graves qu'on ait vécues, mais je vais répondre à votre question, mais une des choses les plus tristes qu'on ait vécues pendant le Covid, c'est que à cause des règles de confinement en mars-avril, moi je connais des gens qui n'ont pas pu accompagner dignement leur papa, leur frère, etc. Pas pouvoir prendre dans les bras les proches. En plus des problèmes financiers que ça peut poser. Et en fait, quand on réfléchit, c'est terrible ça. Parce que dans toutes les sociétés humaines, même les chasseurs-cueilleurs, il y a des milliers d'années, des milliers et des milliers d'années, dans toutes les sociétés humaines, on accompagne dignement les morts. Dans une tombe ou dans la mer enfin bref, il y a des tas de systèmes pour dire adieu aux morts, et c'est quelque chose d'essentiel dans toutes les sociétés. Et le fait que dans notre société il y ait des gens qui soient dans la gêne ou dans l'impossibilité d'offrir une mort digne pour leurs aînés ou pour leurs proches, c'est vraiment à nouveau dans une société riche et une société qui se dit humaniste et une société qui se dit des droits de l'homme, c'est tout simplement la preuve d'une société qui est socialement pas humaine, quoi, socialement pas normale. Et donc tout à fait, je trouve que c'est tout à fait exact, que ça devrait faire partie de la Sécu, tout à fait. Ah oui. Alors, quels sont les liens entre le droit à l'aisance et le revenu ? Qu'y a-t-il à faire évoluer à votre avis pour tous les types de revenus ? Attendez, reposez la question. Donc, quels sont les liens entre le droit à l'aisance et les revenus ? Qu'y a-t-il à faire évoluer à votre avis donc dans ces liens ? Et ce, pour tous les types de revenus ? Alors, le droit à l'aisance et le revenu, c'est évident. On est dans une société, ça devrait être depuis un siècle et demi, 2 siècles, où on est obligé d'acheter ce qui nous permet de vivre. Dans une société agricole, une société de paysans, les gens produisent eux-mêmes ce qui leur permet de vivre. On n'est plus dans cette société-là, on n'y reviendra sans doute plus jamais, et donc on est obligé d'aller sur le marché, donc on est obligé d'avoir de l'argent pour pouvoir vivre, tout simplement. Donc dans notre société, les revenus, c'est évidemment tout à fait essentiel. Maintenant, et donc, je suis, alors là pour le coup, tout à l'heure j'ai critiqué l'allocation universelle parce que je sais ce que beaucoup de ceux qui avancent cette idée-là ont en tête, c'est-à-dire c'est une allocation universelle à la place de la sécurité sociale, etc. Mais là où je reconnais, c'est qu'il y ait un revenu de base à définir, au-dessus évidemment du seuil de pauvreté pour tous, c'est-à-dire que tout le monde, que personne ne soit dans la pauvreté, dont on sait bien que c'est un rapport par rapport au revenu médian, et donc d'avoir un revenu de base qui permet à tout le monde de vivre correctement, c'est évidemment hyper important. Maintenant, il y a les revenus directs, et puis il y a les revenus indirects. Et donc il faut bien voir ce qui est du revenu direct, c'est-à-dire du cash, dont tout le monde, nous tous, on a besoin pour pouvoir faire aussi les choix qu'on veut, parce que c'est ça aussi l'aisance. L'aisance, c'est que si j'ai envie de m'acheter
une chemise, tandis que l'autre, il a envie de s'acheter un bouquin, eh ben c'est le droit de chacun. Et ça, il faut du cash pour ça. Hein, bon, il faut du cash. C'est pour ça que je suis contre, parce qu'il y a des gens qui ont des utopies de supprimer l'argent, remplacer ça par des bons, etc. Non, moi je suis contre ça. Hein, et donc ça, c'est avoir du cash, 1500, 1800 euros, enfin bref, minimum pour pouvoir vivre. Et ça, ça dépend du niveau de vie de la société. Bon, c'est une question de rapport d'égalité. Et puis il y a tous les revenus indirects, c'est-à-dire le fait que vous savez, la pauvreté, enfin, vous allez me dire si je dis une bêtise, mais c'est évidemment très différent si les transports sont gratuits, si l'énergie est abordable, si la santé est gratuite, si on est propriétaire de son logement, par exemple, hein, ou si on a un logement social où le loyer est très très modéré. Si même je n'ai que 1500 euros, hein, et en disant bien que pour moi 1500 euros, moi je ne voudrais pas vivre avec 1500 euros, ok. Les 1500 euros, c'est évidemment très différent si j'ai pas de loyer à payer ou très peu de loyer à payer, si la santé, je sais que c'est gratuit, que l'éducation des enfants c'est vraiment gratuit, que les transports sont gratuits, pourquoi pas, hein, des transports gratuits, les 1500 euros, ils valent beaucoup plus évidemment, hein, que si j'ai 500 euros de loyer, plus payer ça au médecin, parce que si je suis malade, on sait bien que les personnes précarisées sont plus souvent malades que les autres. Et donc voilà, donc il y a le revenu direct, mais il ne faut jamais oublier, et c'est important, mais il ne faut jamais oublier les revenus indirects qui sont donnés par la société, par les services publics, par la sécurité sociale, etc. Et qui bénéficient à tout le monde, qu'on soit riche ou pauvre. Si la santé est gratuite, les transports sont gratuits, l'éducation est gratuite, ça profite à tout le monde. Hein. Et ça fait du lien, puisque tout le monde en profite et tout le monde peut se retrouver dans les transports en commun, à l'hôpital, et où il n'y a pas de différence entre les gens. Donc voilà, donc dans les revenus, il faut jamais oublier les revenus indirects qu'est la cotisation sociale. Hein. La cotisation sociale, c'est une partie de notre revenu, mais qui est indirect, qu'on ne voit pas, mais qu'on active. On ne le voit pas du tout, mais on l'active quand on en a besoin. Voilà, donc c'est une liaison entre les deux, et on voit bien, j'étudie ça beaucoup actuellement, c'est toutes les propositions sociales de l'extrême droite, partout dans le monde, c'est de ne donner que du cash, hein, de supprimer tout ce qui est les revenus indirects, et de ne donner que des petits revenus directs, augmenter un peu les allocations familiales, donner des petits revenus de base, des petits emplois précaires. Et alors évidemment, ça donne l'illusion que ces partis s'occupent des petites gens, mais c'est de la poudre aux yeux, évidemment, parce qu'en ne donnant qu'un peu de cash, hein, un peu de cash, et en ne regardant pas tous les revenus indirects, et en ne garantissant pas les revenus indirects, évidemment, ils font écrouler le système. Les enjeux climatiques et environnementaux sont immenses. Pensez-vous que des solutions sociales puissent être au service de la résolution de ces enjeux, tout en étant au service du droit à l'aisance ? Alors, à nouveau, oui, moi je pense, je suis de plus en plus persuadé. Moi, j'étais pas écolo du tout il y a encore quelques années. Enfin oui, j'étais un peu sensibilisé comme tout le monde, mais c'était pas quelque chose d'important. Et c'est la question sociale qui m'y apporte, c'est-à-dire que, allez, tous les problèmes écologiques, hein, qui peuvent se poser, tous les problèmes environnementaux, à commencer par le Covid, hein, c'est un problème lié à l'environnement. Hein. Le Covid, il vient de la transmission d'une maladie de l'animal à l'homme, parce qu'il y a moins de biodiversité et il y a de la déforestation et l'hyper-urbanisation. Donc c'est un effet direct d'un manque de biodiversité. Et on en aura encore d'autres, des pandémies, on en aura encore d'autres. Que ce soit ça, les problèmes de pollution, les problèmes de nourriture, ou de qualité de la nourriture, en fait, ça se traduit comment, les problèmes environnementaux ? Les gens riches, ils ne les subissent pas. Hein. Donc la traduction des problèmes environnementaux, c'est des inégalités. C'est que ça pèse sur certains plutôt que d'autres.
le Covid, on n'est pas égaux devant le Covid, hein, c'est pas vrai. Hein. Socialement, c'est pas vrai. Hein. La nourriture, on sait bien que ce qu'on appelle la malbouffe, on sait bien que c'est surtout dans les classes populaires, tout simplement parce qu'on n'a pas de quoi s'acheter des bons produits bio qui coûtent cher. Hein. Même les problèmes, ça ne nous regarde pas ou pas encore, mais là où il y a des très fortes canicules, des sécheresses, etc., les populations riches, elles s'en sortent. Hein. On est stressé, voire on attrape des maladies, etc., etc. Donc la même réalité, elle peut être très chouette pour quelqu'un et pas du tout pour d'autres. Alors actuellement, comme la nourriture, on sait bien que c'est un enjeu, il y a de plus en plus de circuits courts, de trucs bio, etc., etc. Mais à nouveau, il n'y a qu'une partie de la population qui peut se l'offrir. Donc voilà, donc c'est même pas qu'il faut concilier les deux combats, c'est que c'est en fait le même combat. Je donne toujours l'exemple des gilets jaunes. Hein. On a voulu dire, hein, les gilets jaunes, ils se sont opposés à quelque chose d'écologique, puisque c'était une taxe sur l'essence. Mais moi, je retourne la chose, c'est-à-dire qu'est-ce qu'eux ont dit en fait, et ils avaient tout à fait raison de se révolter contre cette taxe, mais en réalité, comme on les a chassés des villes, ces gens sont dans des banlieues où il n'y a pas de service public de transport, où il n'y a pas de transport public et donc ils sont piégés, ils ont besoin d'une voiture, ils sont piégés par le fait d'avoir besoin d'une voiture, et donc évidemment si on augmente la taxe, c'est sur eux à nouveau que ça tombe, alors que les riches sont dans les centres-villes et eux ils n'ont qu'à prendre un métro ou un vélo pour aller au boulot. Donc en fait, leur combat était d'une certaine façon écologique, c'est-à-dire que la conséquence qu'on devait en tirer, bon Dieu, c'est il faut qu'on soit égaux devant ce problème-là. Donc voilà, moi je suis convaincu que mais alors il faut faire une lecture sociale des questions environnementales et cesser de dire que c'est pour tout le monde. Non, les questions environnementales, elles pèsent sur les personnes précaires et elles ne font qu'accentuer leur précarité.